mais ils sont toujours restés très discrets là-dessus. Je n'ai jamais trouvé la réponse à cette question, même là-bas. Arrive le président Teddy Roosevelt, donc c'est le premier Roosevelt, hein, c'est l'oncle du suivant. Donc il est assistant, il est vice-ministre de la Marine. C'est un héros de guerre à Cuba, à cheval d'ailleurs, hein, avec les Rough Riders, je ne sais pas si ça vous parle. Il était gouverneur de New York, vice-président des États-Unis, mais très rapidement, il a succédé. Vous savez qu'aux États-Unis, quand le président meurt, c'est le vice-président qui prend. Et il a donc pris la présidence des États-Unis l'année même où il avait été nommé vice-président des États-Unis. Donc il est très influencé par la partie maritime et par Alfred Thayer Mahan, hein, le chantre le chant de la puissance maritime. Donc il est l'avocat de la croissance de la puissance navale du pays en construisant en particulier des cuirassés. Il pousse le président McKinley, dont parle beaucoup le président Trump, à souscrire à ses idées de sécurité nationale concernant les Caraïbes et le Pacifique. Et il est particulièrement attaché à expulser l'Espagne de Cuba. Il a publié en 1882 un livre qui s'appelle The Naval War of 1812. Alors, 1812, c'était la guerre des 1812, qui a été la première guerre menée par les Américains contre les Anglais après l'indépendance. Et c'est là que Washington a été brûlé par les Anglais. Alors là, vous voyez apparaître sur cette carte du Pacifique tout ce qui revient du Pacifique et de l'Atlantique, tout ce qui revient aux États-Unis. Je vous rappelle aussi que c'est là que les États-Unis ont pris les Philippines et les Philippines ont été l'unique colonie américaine. Hein, tout le reste, ça a été absorbé, c'est devenu des États, c'est devenu ce que vous voulez. Hein, mais les Philippines ont été l'unique colonie américaine. C'est pour ça que MacArthur était là-bas en tant que proconsul pour leur donner leur indépendance juste avant la Deuxième Guerre mondiale et pendant le début de la Deuxième Guerre mondiale. Alors, arrive à ce moment-là, vous voyez cet homme qui marche au milieu de la mare au canard, là, c'est le président Teddy Roosevelt, qu'on reconnaît très bien avec sa moustache, ses lunettes et sa bouille ronde. Et il appliquait la maxime Speak softly and carry a big stick, c'est-à-dire euh, porter un, comment dire, parler doucement et porter un gros bâton. Donc, on utilise la menace, là, carrément, et c'est ce que fait aussi le président Trump actuellement. Mais là, vous voyez qu'il il s'appuie sur la flotte américaine, hein, et il prend enfin, il cherche à gouverner l'ensemble de la mer des Caraïbes. Alors, les États-Unis sont donc séparés des puissances asiatiques et européennes par les vastes océans. Ils ont besoin cependant de relier les deux côtes et de faire passer rapidement leur flotte d'un océan à l'autre. Il n'est pas question d'avoir deux grandes flottes de taille mondiale, une dans le Pacifique et une dans l'Atlantique. Or, tant que le canal de Panama n'a pas été construit, il fallait faire le tour par le Cap Horn. Donc, c'est quelque chose qui n'était pas facile. Ou alors, il aurait fallu deux énormes flottes. Donc là, en l'occurrence, il a été choisi de s'approprier le canal de Panama et de faire en sorte de pouvoir faire passer une flotte rapidement d'un océan à l'autre. À titre d'exemple, pendant la guerre, les Japonais qui avaient fait des grands sous-marins avec trois avions, pardon, euh, s'apprêtaient à faire une attaque du canal de Panama pour éviter, c'était le moment où la victoire avait été obtenue en Europe, et donc ils s'attendaient à voir venir toute la flotte de l'Atlantique, l'avoir passée dans le Pacifique pour continuer la guerre contre eux. Et ils pensaient détruire les écluses du canal de Panama pour retarder. En fait, ils n'ont pas pu le faire parce qu'il était trop tard.
Donc la Big Stick diplomatie a été utilisée pour le canal de Panama, c'est-à-dire que normalement ce canal, qui avait été commencé par les Français, vous vous souvenez sans doute qu'il y a eu un scandale épouvantable à la Chambre des députés, et bref, euh, je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, mais en 1903, il fomente une révolution euh, au, pardon, il fomente une révolution en Colombie et avec, sous la protection de leur propre cuirassés. Donc il y a la partition de la Colombie qui a lieu, et une zone de 10 miles de large qui est attribuée à perpétuité aux États-Unis, ce qui leur permet de terminer le canal, qui a fait un nombre de morts absolument épouvantable. C'est une œuvre d'art quand même, hein. Il est intéressant de passer, de le franchir, parce que c'est quelque chose d'absolument énorme. Donc il s'est ouvert ce canal en 1914, donc juste pour la Première Guerre mondiale, enfin en Europe du moins. Donc le corollaire de Roosevelt à ce moment-là, l'injustice chronique ou l'impuissance qui résulte en un relâchement général des règles de la société civilisée peut exiger, en fin de compte en Amérique ou ailleurs, l'intervention d'une nation civilisée, c'est-à-dire eux, et dans l'hémisphère occidental, l'adhésion des États-Unis à la doctrine de Monroe peut forcer les États-Unis à contre-cœur cependant, dans des cas flagrants d'injustice et d'impuissance, à exercer un pouvoir de police internationale. Donc là, vous voyez que là, ils en sont carrément à changer en disant maintenant euh, la doctrine Monroe qui voulait prévenir une intervention des Européens, le corollaire de Roosevelt est utilisé pour justifier une intervention des États-Unis où que ce soit dans cet hémisphère des Amériques. Donc les Américains décident donc de pouvoir intervenir. Ils décident évidemment de se doter d'une très grande marine et on voit en 1907, il y a la première croisière de la Grande Flotte Blanche. À l'époque, les bateaux n'étaient pas en blanc. Et ils ont fait le tour du monde. Là, vous avez une carte qui montre tout ce qu'ils ont pu faire comme tour. Là, comme vous voyez, le canal de Panama n'était pas ouvert, donc ils sont passés par le Cap Horn. 16 cuirassés, 14 000 marins et fusiliers marins, hein, c'est-à-dire des Marines. C'est la première circumnavigation, c'est-à-dire navigation autour du globe, jamais effectuée par une flotte de cuirassés en acier propulsée par la vapeur. Ils ont fait 43 000 milles nautiques, 14 mois de circumnavigation et 20 escales. Donc là, ça a frappé le monde de voir cette puissance. Et les États-Unis veulent absolument poursuivre cette puissance et mettre à bas la militaire britannique absolue. L'histoire montre qu'il n'existe pas de grande puissance globale durable qui ne soit une puissance navale, économique et financière dominante. Alors, si vous pouvez toujours prendre l'histoire, donc la puissance maritime, donc qui reprend les deux, le naval au sens militaire du terme et l'économique, que ce soit l'Espagne, le Portugal, les Provinces-Unies, la Grande-Bretagne, les États-Unis dans l'ordre, et probablement, peut-être, enfin c'est ce qu'ils souhaitent, la Chine. La puissance navale permet de contenir les conflits loin du territoire national aussi, hein, sur les mers ou sur le sol de l'ennemi, qui subira des destructions. La Grande-Bretagne a été à l'abri des guerres, hein, à l'exception du Blitz, mais le Blitz, c'était pas grand-chose par rapport à certains bombardements effectués par les Anglais en France. Les États-Unis, à l'exception de 1812 et du 11 septembre 2001, n'ont jamais eu d'attaque ennemie, à part peut-être un bombardement par un avion japonais venant d'un sous-marin, mais ça n'est pas absolument certain. Après la Première Guerre mondiale, la recherche de la supériorité sur mer, donc tous les pays cherchent à devenir, à avoir une place importante. Je passe rapidement là-dessus. Et simplement pour regarder les deux compétiteurs. En 1937, l'Empire britannique avait une marine de guerre qui faisait 1 758 000 tonnes. Les États-Unis d'Amérique avaient déjà 1 406 000 tonnes. Les Anglais étaient présents sur toutes les mers du globe, les Américains beaucoup moins, puisqu'ils n'étaient
ils étaient présents essentiellement dans le Pacifique et dans l'Atlantique. Deuxième guerre mondiale, alors là, vous devez bien savoir ce qui s'est passé dans la bataille de l'Atlantique. Les porte-avions d'escorte américains permettent de couvrir le trou de couverture aérienne et c'est ce qui permettra euh, de, de faire échec aux attaques des sous-marins allemands. Je pense que vous devez savoir aussi que les plus grandes pertes de la Deuxième Guerre mondiale en pourcentage, hein, des gens impliqués, ben, c'était dans les sous-marins allemands, puisqu'ils ont eu plus de 30 000 morts sur les 40 000 sous-mariniers. Voilà, donc les porte-avions d'escorte américains. Les Américains ont terminé la guerre avec 99 sous-marins, 99 porte-avions opérationnels. En fait, ils en avaient un peu plus, même puisqu'il y en avait un certain nombre en, qui étaient en construction à ce moment-là. En 52, les Américains avaient 102 porte-avions. Donc, domination navale américaine, là, de très loin quand même. Après 3 ans de combat sur 2 océans, elle avait atteint une portée mondiale, une supériorité dans tous les domaines. De plus, à l'exception notable de la Marine royale britannique, toutes les autres marines du monde ont été détruites. La guerre froide, alors la tyrannie de la géographie, là vous voyez une projection polaire, c'est-à-dire l'œil est au-dessus du pôle Nord, hein, et vous voyez que les SNLE américains euh, qui, euh, qui sont nés au début, là, c'est une invention de l'amiral Rickover, un amiral américain qui est resté en poste jusqu'à l'âge de 86 ans, qui choisissait lui-même les officiers de sous-marins, un par un. Eh bien, donc il y a eu cette capacité de mettre des missiles, donc on n'était plus obligé d'utiliser les missiles qui étaient sur Terre, entre autres en Italie et en Turquie. Voilà, donc l'intérêt de pouvoir tirer à partir d'une polie, c'est-à-dire une surface d'eau libre dans la banquise, il y en a régulièrement, eh bien c'est que les missiles arrivent beaucoup plus vite sur leur cible, là en l'occurrence l'URSS, et ils laissent très peu de temps de réaction à l'Union soviétique. Donc il y a une course sous-marin, si ça vous intéresse, je pourrais vous en parler, parce que c'est assez passionnant aussi. Voilà, donc là vous voyez les Russes, je vous rappelle que c'est bloqué par les glaces dans le nord. Euh, vous voyez la presqu'île de Kara dans le nord, là. Le petit bout qui dépasse à droite, eh bien, c'est ce qui donne sur la mer Blanche, et c'est la flotte du nord soviétique. Donc les sous-marins partaient de là pour aller en Méditerranée, par exemple, hein, où ils chassaient le porte-avions américain. Et donc c'est une partie passionnante de ma carrière aussi. C'était puisqu'il s'agissait de chasser les sous-marins qui chassaient les porte-avions. Voilà, donc vous avez et ces sous-marins russes étaient obligés de franchir un, un- comment dire un détroit là qui était assez important, qui va du Groenland à l'Islande et de l'Islande au Royaume-Uni, ce qu'on appelle le JUC, un Groenland Island United Kingdom. Voilà. Donc il fallait forcer ça et c'est là qu'ils étaient. Il y avait des sonnettes, si je puis dire. On savait qu'ils passaient par là et ils étaient poursuivis par la suite. Mais vous voyez qu'il leur fallait 11 à 13 jours de mer pour y aller, 11 à 13 jours de mer pour revenir. Ben, ça faisait un temps sur zone un peu faible en Méditerranée. Parlons de la marine chinoise maintenant, de la thalassocratie chinoise. Alors actuellement, la marine chinoise a décidé, qui a très bien compris que l'importance venait de la puissance maritime, a décidé de devenir une puissance maritime, aussi bien au plan militaire qu'au plan civil. Et, et, le, et ils ont dépassé la flotte américaine en nombre de bâtiments de guerre. Aujourd'hui, en 2020, il y avait 360 bâtiments de guerre chinois pour 297 américains. Alors ça, c'est en nombre de coques, parce que si on prend les chiffres du tonnage,
hein, c'est pas la même chose. Les Américains ont des bateaux beaucoup plus gros et plus océaniques. Et ça, il faudrait que je vous en parle parce que c'est un sujet, un gros sujet en soi. Alors, regardons maintenant ce que font les Chinois au point de vue, la comparaison entre la Chine et les États-Unis au point de vue de construction, enfin marine de commerce. Vous voyez, donc ça c'est un rapport bipartisan du Congrès des États-Unis qui est récent, hein, puisqu'il date de l'année dernière. Vous voyez qu'il y a 200 bateaux, la flotte de commerce sous pavillon national, il y a moins de 200 bateaux aux États-Unis, puisque les États-Unis utilisent essentiellement des pavillons de complaisance, alors qu'il y en a plus de 7000 en Chine. La construction navale, les commandes en 2023, il y a moins de 5 commandes de navires de commerce aux États-Unis, 1700 en Chine. Euh, le personnel des chantiers navals, c'est-à-dire les ouvriers des arsenaux chez nous, ça, ça fait 153 000 aux États-Unis, 600 000 en Chine. Le personnel embarqué, donc les équipages, eh bien, vous avez 12 000 marins du commerce aux États-Unis, 1 700 000 en Chine, sachant que ces marins peuvent venir avoir de guerre par la suite. Alors, je vous remontre cette carte qui était qui apparaissait sur le transparent de début. Vous voyez apparaître ici les grandes routes maritimes. Alors, vous savez que la Terre étant un globe, vous ne pouvez pas tracer des droites, hein. La route la plus directe d'un point à un autre sur un globe, ce n'est pas, ça ne correspond pas sur une carte au tracé direct. En fait, c'est une succession de petits segments qu'il faut effectuer. Donc, c'est ce qui explique que vous voyez des courbes, des arcs de courbes, des arcs de cercle, euh, pour aller directement, par exemple, de la Chine à Panama. Vous voyez que ça fait un grand arc de cercle qui passe par le nord avant d'y arriver. Lorsque vous êtes en avion, d'ailleurs, si vous allez à New York, par exemple, vous prenez l'avion à Paris, toute l'arrivée, on vole au-dessus du Canada, on voit la neige un peu partout, parce qu'effectivement, on n'arrive pas directement par la mer, mais bien par cet arc de cercle qui apparaît là. Alors vous voyez que cet arc de cercle, bien plus les lignes sont épaisses, plus le trafic est important, et vous voyez que c'est la Chine qui en profite énormément, la Chine et les États-Unis, mais en Asie, c'est la Chine qui est toutes les routes, les grandes routes commerciales passent par elle. Voilà. Et par les détroits, donc vous avez le détroit de. Si je pars de la gauche là, complètement, vous voyez, il y a le détroit de Bab el-Mandeb, le détroit ensuite vous avez le détroit de Malacca, là où se trouve Singapour, et vous remontez, et là vous êtes en mer de Chine méridionale, et vous passez ensuite de part et d'autre de Taïwan. Là aussi, vous voyez l'importance de Taïwan pour la Chine, hein. Taïwan a une possibilité de faire le blocus. Il n'y a pas qu'elle qui peut être soumise à un blocus chinois. Voilà, ensuite vous arrivez au canal de Panama, vous repassez Gibraltar, et là vous faites un grand tour, c'est ce qu'on appelle la grande route de circumnavigation et qui est très utilisé, qui est uniquement dans le nord, hein, les pays du sud étant plutôt pauvres. Alors, les Chinois ont lancé tout un tas de ports dans le monde, mais ces ports ont une valeur duale, un intérêt dual, c'est-à-dire civil et militaire, hein. Ce euh, sont des sociétés chinoises qui dirigent tous les ports que vous voyez. Là, il y en a 95 pour le moment. Mais ces sociétés chinoises, dans chaque société chinoise, euh, des, euh, vous avez une cellule du Parti communiste et qui rend compte au Parti communiste. Donc il y a effectivement une importance forte du Parti communiste chinois sur tous ces ports. Ce qui explique que le président Trump a été furieux et qu'il voudrait que les deux ports qui sont de part et d'autre de Panama, les deux ports régis par une société chinoise, passent sous un autre pavillon. Et c'est en train de se faire actuellement. En fait, la société chinoise, c'est une société de Hong Kong,
à qui ils appartiennent est en train de va vouloir vendre plusieurs dizaines de ces ports, en fait, carrément. Donc ça pose un certain nombre de problèmes. Alors voilà les deux ports chinois. Là, j'ai fait un zoom. Ça se voit pas très bien, je suis désolé, c'est mon logiciel de cartographie. Vous avez Cologne qui est dans le nord et vous avez Balboa qui est dans le sud. Et ce sont les deux ports chinois. Alors ils sont dangereux, pourquoi? Parce que à partir du moment où ils sont du haut, ils pourraient avoir une action de sabotage, par exemple du canal de Panama, pour gêner justement les mouvements de la flotte britannique, la flotte américaine. Donc là encore, vous voyez que ce sont des effets à long terme, mais ce que dit le président Trump lorsqu'il veut récupérer ça, ça n'est pas idiot, ça se comprend. Alors revenons, allons un peu plus loin. En 1934, le président Franklin Delano Roosevelt, oui, pardon, j'avais un message. Le président Franklin Delano Roosevelt renonce à l'interventionnisme et établit sa politique du bon voisinage. Donc, si vous voulez, il revient en arrière. En 1977, un accord sur la zone du canal est négocié entre Panama et les États-Unis. Les bâtiments de guerre américains y bénéficient de la priorité de passage, mais c'est géré par Panama. Ensuite apparaît l'opération Juste Cause. Alors, certains d'entre vous pourront s'en souvenir, bien que vu que ça s'est passé un peu loin et ça n'intéressait pas directement la France. L'opération Juste Cause, eh bien c'est simple. Le 16 décembre 1989, Manuel Noriega, qui était appelé Pineapple parce qu'il a le visage complètement grêlé, vous savez, donc Pineapple c'est l'ananas, tête d'ananas. Il s'était autoproclamé leader maximum du Panama. Ils aiment beaucoup le titre de leader maximum dans la zone. Il affiche son mépris pour les États-Unis. Donc le président George Bush décide d'intervenir et toutes les forces armées américaines, enfin les quatre forces armées américaines vont intervenir. Le 20 décembre 89, par un assaut de nuit, il y a 27 objectifs qui sont attaqués simultanément et l'opération est menée par 28 000 hommes. Donc c'est quelque chose de très sérieux. Le Noriega est rendu aux forces américaines. Noriega a été emprisonné. Il est toujours en prison, d'ailleurs aux États-Unis, ce qui a mis fin à l'opération. Il y a quand même eu 514 Panaméens tués et 23 militaires américains qui ont été tués également. Mon professeur en Naval War College, pour se moquer un petit peu des gens dans mes terres, disait Noriega, est-ce que vous savez quels sont les trois grands chefs d'État qui ont fait une école militaire américaine? Il y a Roosevelt, hein, il y a Grant, et puis il y a évidemment Noriega. Donc ça l'amusait beaucoup. Oui, parce qu'il avait été formé par les Américains. Voilà, donc le canal de Panama, regardez bien comment il est fait en haut, parce que vous voyez que les écluses permettent de monter petit à petit jusqu'à un lac artificiel qui s'appelle le lac Gatun en haut, et vous avez encore trois écluses qui descendent de l'autre côté. Le problème, c'est que s'il n'y a pas d'eau dans le lac Gatun, vous ne pouvez pas remplir les écluses, donc vous ne pouvez pas utiliser votre canal. D'où l'idée de saboter le canal en faisant se vider le lac Gatun, en faisant par exemple exploser toutes les écluses d'un côté. À ce moment-là, le lac Gatun se viderait et il faut un an pour qu'il se remplisse. Donc vous pouvez bloquer le trafic pendant un an. Donc ça aurait pu être un objectif terroriste. Vous voyez pourquoi les Japonais, les Japonais à la fin de la guerre ont envisagé de le faire. Ça aurait marché, et effectivement, la flotte de l'Atlantique aurait dû faire le tour par le Cap Horn. Bon, les deux, alors vous avez le canal de Suez à droite, pour ceux qui y sont passés, c'est assez, j'ai eu l'occasion d'y passer, mais c'est assez étrange de passer là au milieu du désert, sur un gros bateau, c'est assez étonnant. Et le plus étonnant, c'est peut-être la protection qui suit sur les côtés, une protection de garde armée qui protège
de, de- de chaque côté du canal. Donald Trump veut la gratuité des canaux de Panama et de Suez pour un navire américain, donc ça vous l'avez certainement entendu. Donc vous comprenez pourquoi maintenant il le veut. Alors Suez, ça vous paraît moins évident. En revanche, souvenez-vous de ce qui s'est passé l'année dernière à Suez avec les Houthis qui ont tiré sur beaucoup de bateaux, qui ont utilisé des drones, des missiles balistiques. Il vient d'y avoir une opération américaine de janvier à mars 2025, où les deux porte-avions américains et un certain nombre d'avions venant de Diego Garcia ont bombardé les Houthis. Alors, ils ont fait plus de 1000 sorties quand même, hein, c'est-à-dire 1000 avions qui ont bombardé. C'est quelque chose d'assez phénoménal. Les Houthis, du coup, se sont calmés, mais sauf contre les bateaux allant à Israël. Donc là encore, vous voyez pourquoi les Américains réclament le passage. Si tout ça se passait, comment dire, les attaques des Houthis, c'est la mer Rouge, le golfe d'Aden et donc le canal de Suez, après être passé par Bab el-Mandeb. Donc les Français ayant un peu participé à la lutte contre les missiles, euh, les, les- les Américains énormément, d'où leur demande d'avoir un passage gratuit à Suez. Voyons voir les routes maritimes arctiques. Eh bien, la route maritime arctique, qui n'a pas pu être utilisée par les soviétiques ni par les Russes, dans toute leur histoire, ils ont essayé, ils ont voulu, et ça a été un des leitmotifs des Russes, c'était d'avoir accès aux mers chaudes. Bon, il se trouve, sinon la Russie a été enclavée. Ça a été un échec quasi systématique, hein. Ils n'ont pas atteint les aires chaudes plus que quelques mois, euh, suivant les époques. Alors actuellement, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est quand même merveilleux, parce que s'ils n'ont pas été capables d'aller aux mers chaudes, ce sont les mers chaudes qui viennent à eux. Donc si les mers chaudes viennent à eux, eh bien, ça va permettre un trafic beaucoup plus important. Donc les Russes considèrent que ça leur appartient, puisque enfin, ils vont pouvoir avoir une flotte de commerce, hein, chose qu'ils ne pouvaient pas avoir avant, du moins qui ne desservait pas ces ports, puisque le seul port qui était accessible, c'est Mourmansk. Et vous voyez aussi que cette route en bleu, là, qui est la route arctique, eh bien, elle est 30% plus courte que la route traditionnelle qui passe par Malacca, l'océan Indien, la mer Rouge, etc. En plus, si vous passez par le nord, vous n'avez plus personne qui va vous attaquer. Vous n'avez pas de pirates comme il y en a eu beaucoup en océan Indien. Vous n'avez pas de risque des outils. Et, et donc c'est quelque chose qui est extrêmement important pour les Chinois aussi. Donc les Chinois qui veulent développer leurs échanges avec l'Europe, eh bien ils en ont absolument besoin. Alors ça fait penser qu'un jour ou l'autre, Américains, Chinois et Russes vont finir par se rentrer dedans, parce que là, les Russes vont considérer que c'est à eux, ils vont vouloir faire payer probablement, mais en plus, les Chinois, tout cela contourne la Sibérie, et la Sibérie qui a été prise par les Russes aux Chinois. Donc là, il va y avoir un certain nombre de règlements de compte le jour où ils pourront se retrouver face à face. Voilà. Dans 20 ans, qu'est-ce qu'il pourrait y avoir? Eh bien, a priori, on devrait pouvoir passer avec des bateaux aux coques non renforcées. Aujourd'hui, c'est encore un peu embêtant. Justement, hier, il y avait un pétrolier de la flotte fantôme russe qui a essayé de passer dans les glaces, mais vu qu'il n'était pas renforcé, il a été obligé de stopper et il est pris par les glaces pour le moment. Donc, il faut encore attendre un petit peu.